Ravi de vous retrouver sur le podcast Mantrailing Addict. Pour cette saison 2, notre équipe a mis les bouchées doubles pour vous proposer des épisodes techniques, répondre à vos questions courantes et recueillir des témoignages exclusifs qui vous plongeront encore plus dans l'univers fascinant du mantrailing. Si vous pratiquez le mantrailing en séance collective, vous avez très certainement déjà été amené à jouer le rôle de traceur en séance. Vous ne vous en doutez peut-être pas encore, mais vous avez joué un rôle crucial dans la réussite et dans la progression du chien pour lequel vous vous êtes caché. Quelles sont les qualités d'un bon traceur ? Quelles sont les erreurs fréquentes ? Quels sont les points de vigilance lorsqu'on endosse ce rôle ? Autant de questions auxquelles Alexis, que vous avez déjà eu la chance d'écouter sur l'épisode 2 du podcast, viendra répondre à mon micro. Bonne écoute! Salut Alexis, comment ça va ? Salut Elsa, bien et toi ? Ça va, je suis contente de t'avoir une nouvelle fois au micro du podcast. La dernière fois qu'on s'est entendu, c'était il y a déjà plus d'1 an pour le 2e épisode. Donc tu étais venu nous parler du choix du matériel et de la récompense pour le chien. Et tu reviens aujourd'hui pour un sujet totalement différent puisque aujourd'hui tu proposes de nous parler du rôle du traceur au mantrailing. Est-ce que tu pourrais juste commencer par rappeler ce que c'est qu'un traceur ? Ouais, bien sûr. Traceur, c'est tout simplement la personne qui joue le rôle de la personne disparue que le chien devra rechercher. Il va se cacher suivant un parcours défini spécifiquement selon le niveau du chien. Et son rôle est essentiel dans la construction de la piste parce que la réussite du chien dépend en grande partie de lui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Ça a l'air de rien, mais quand on monte une piste pour un chien, on va rien mettre au hasard. On va mettre beaucoup de choses en place et si la personne fait pas exactement ce qu'on dit, il risque de faire soit trop compliqué, soit trop facile pour le chien. Et du coup, c'est forcément pas souhaitable. Du coup, est-ce que tu as quelques exemples d'erreurs, on va dire fréquentes, que le traceur peut faire et qui pourraient compromettre la réussite du chien ? Ouais, il y en a beaucoup. Alors, j'aurais pas tout en tête, mais par exemple, le fait de ne pas marcher exactement au bon endroit. Donc, après, il y a trop s'éloigner ou se rapprocher des supports. Juste pour préciser, un support, pour ceux qui savent pas, c'est par exemple un type d'objet qui peut faire que l'odeur va s'accrocher. Exemple, une haie, une bordure de forêt, un bâtiment. Après, il y a les mauvais choix de cachette, les changements de direction pas adaptés au niveau du chien, le fait que le traceur s'arrête pour réfléchir où il faut passer. Comme, tu vois, souvent, le traceur, il est là, il regarde son téléphone pour suivre la piste et ah merde, je crois que je me suis trompé, où est-ce que je passe? Du coup, il va s'arrêter et ne serait-ce que 2-3 secondes au début, ça peut être compliqué quoi pour le chien. Il y a aussi faire demi-tour, ça peut créer beaucoup de problèmes. Une mauvaise gestion de la distance. Il y a aussi le fait qu'il reste fidèle aux consignes données, mais que, en gros, si je lui ai demandé de passer à tel endroit et que quand le traceur il y arrive, il tombe sur un groupe d'une vingtaine de personnes qui a stagné là et qui reste parce qu'ils discutent ou quoi, ou des chiens qui jouent ensemble, et que le traceur continue sur la consigne que je lui ai donnée, le chien risque d'être en difficulté, quoi, s'il n'a pas appris à gérer ces difficultés-là. Et puis après, un des gros sujets, c'est aussi la gestion des chemins. On va essayer de revenir un petit peu sur, alors peut-être pas tous, mais en tout cas quelques points que tu viens d'aborder sur les erreurs fréquentes et essayer de comprendre pourquoi c'est des erreurs qui peuvent être vraiment problématiques pour le chien. Par exemple, tu parlais du fait de pas forcément marcher exactement là où tu as dit, de pas marcher forcément sur la bonne surface, par exemple d'aller marcher sur du goudron au lieu de marcher sur de l'herbe. Pourquoi est-ce que ça peut vraiment compliquer la piste pour le chien ? Faut bien comprendre qu'à chaque changement de surface, que ce soit de l'herbe, du béton, de la terre, du sable, des graviers et j'en passe, l'odeur va évoluer différemment. Donc je vais vous donner un exemple qui est plutôt parlant, mais voilà, pour montrer pourquoi les changements de surface, c'est pas simple. Donc, admettons, je fais une piste pour un chien, donc ça part dans un champ, de l'herbe, et la piste va traverser une route pour reprendre sur de l'herbe derrière. Ok ?
faut s'imaginer que le chien il voit l'odeur en couleur. Donc voilà, dans l'herbe, le chien il voit une odeur noire. Et quand il arrive sur le béton, bah tiens, bizarrement, il n'y a plus de noir, mais il y a du gris. Donc souvent, bah, les premières fois, les chiens ils comprennent pas et ils cherchent sur les côtés de la route, dans l'herbe, à droite, à gauche, en bordure de la route, parce que bah, il y a du noir aussi qui s'est accroché sur l'herbe, sur les côtés. Et souvent, le chien, il se dit, tu vois, il est en train de se dire, enfin, c'est ce que moi j'imagine, il se dit, ah putain, merde, il n'y a plus de noir, mais il y a du gris. Bah, ça ressemble étrangement à mon noir, mais ah, il y a du noir là-bas de l'autre côté. Et du coup, bim, il va traverser parce qu'il aura capté qu'il y aura du noir de l'autre côté. Donc, il va reprendre sa piste. Et c'est pour ça qu'on va lui apprendre sur des petites traversées. Comme par exemple, moi j'aime bien commencer sur des petites pistes cyclables. Parce que si je fais une trop grosse route ou un gros parking dès les premières fois, le chien il sera trop loin pour capter qu'il y a du noir de l'autre côté. Et le but c'est qu'au fur et à mesure, à force que le chien il fasse ça, il va comprendre que ok, en fait le gris, bah, c'est juste la continuité de ma piste, elle est juste différente, mais ça reste ma piste. Et à savoir aussi que il peut même y avoir des ruptures d'odeur sur des routes, des trucs comme ça, donc parce qu'en gros, bah, l'odeur va moins bien s'accrocher sur le béton, ce qui fait que l'odeur va glisser plus loin et ça rend sa localisation encore plus difficile. Et du coup, le chien qui est expérimenté et il apprend progressivement à gérer ces situations, il pourra s'en sortir plus ou moins bien. Par contre, en revanche, un chien débutant, même s'il peut y arriver dès le départ, ce qui est plutôt rare, ben, il n'aura pas encore acquis l'expérience nécessaire pour comprendre que sa piste est toujours présente et du coup, il risque de bloquer à cet endroit, hein. Ok, donc déjà, voilà, sur ce point, c'est important de faire attention quand on demande de marcher dans l'herbe, de rester dans l'herbe. Quand on demande de traverser un certain endroit, il faut le faire vraiment là où le coach le dit. Tu parlais aussi tout à l'heure du problème du traceur qui s'arrête. Est-ce que tu pourrais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi c'est embêtant pour le chien? Tu disais même quelques secondes, ça peut poser problème sur un chien débutant? Souvent, en fait, les gens, ils s'arrêtent pour réfléchir, comme je disais, consulter la piste sur le téléphone, parce que, en gros, moi, je leur trace une piste sur deux applications et il faut qu'ils la suivent. Et donc, souvent, il y a des problèmes de GPS ou ils ont du mal avec l'orientation et donc ils s'arrêtent pour réfléchir où aller. Et ils réalisent pas qu'ils créent un pool d'odeur. Donc, quand je le vois, je leur dis que tout de suite, eh, vas-y, t'arrêtes pas, continue. Sinon, bah, ça crée un pool d'odeur et ça va lui causer un problème pour le chien. Et il faut qu'ils reprennent le plus vite. Et ce point est particulièrement important pour les débutants parce que pour les chiens qui sont expérimentés, ça posera généralement pas de problème. Mais un chien débutant, même un arrêt de 3-4 secondes, ça peut le déstabiliser parce qu'il n'a pas encore appris à gérer un pool d'odeur. Ouais, alors, est-ce que tu aurais un moyen de nous aider à visualiser un petit peu comme tu l'as fait tout à l'heure, ce qui se passe quand on s'arrête, peut-être en expliquant ce que c'est qu'un pool d'odeur? Le mot pool, bah, en français, c'est piscine. Donc on pourrait dire piscine d'odeur, mais ça, j'avoue que c'est un peu moins classe à utiliser. Mais en gros, faut s'imaginer que quand on marche, on laisse une trace d'odeur comme un fil rouge à suivre. Quand on est à l'arrêt, on émane de l'odeur continuellement. Donc, imaginez-vous, vous êtes avec un seau percé, un seau d'eau, pardon, un seau d'eau percé. Donc quand tu marches, tu vas faire du goutte à goutte. Donc on peut te suivre comme le petit poussé là, et ça va être facile. Mais du coup, quand tu t'arrêtes, le goutte à goutte, il va pas s'arrêter comme par magie. Il va continuer de couler. Donc le goutte à goutte va devenir une flaque, une piscine, une mare, un lac, un océan, et ainsi de suite. Donc quand le chien il arrive dans le pool, il y a de l'odeur de partout. Et ça les met en difficulté, surtout pour les premières fois. Donc, c'est vraiment pour ça que je demande de ne pas s'arrêter pour un débutant et à savoir qu'il y a deux types de poules d'odeur. Il y a le type, enfin le pool de fin où le traceur il est caché. Donc là, il y a le chien, quand il rentre dans ce pool-là, il sait que c'est le traceur est là parce que l'odeur elle est hyper fraîche. Donc une fois dans ce pool, il doit remonter jusqu'à l'épicentre, donc jusqu'à la personne. Contrairement au pool où j'expliquais où la personne va s'arrêter sans faire exprès,
ça va être ce que j'appelle le pull en cours de piste, où du coup, on demande, parce que ça, c'est un exercice qu'on fait spécifiquement, un exercice technique qu'on peut mettre en place pour des chiens, pour justement leur apprendre à gérer ça. On va demander au traceur de s'arrêter exprès pour créer ce pull et ensuite repartir, donc plus ou moins longtemps, hein. Donc au début, on commence par quelques secondes, puis après, on peut aller jusqu'à plusieurs minutes. Et il va repartir pour continuer sa piste et se cacher plus loin. Bah là, du coup, le chien, il doit pas remonter jusqu'à l'épicentre parce que là, il y aura personne, mais il doit trouver la sortie. Donc, je donne souvent un exemple. Tu es en train de faire du canoë dans une petite rivière. Voilà, tu as juste à suivre le courant et là, d'un coup, tu déboules dans le lac d'Annecy. Et voilà, le lac, il est gros. Et tu as un seul bras de rivière qui peut te permettre de sortir de ce lac pour continuer ta route. Bah, le chien, ça va être exactement pareil. Il va devoir faire pareil pour trouver cette seule sortie du pool pour continuer sa piste. Ouais, c'est vraiment bien visuel ce que tu proposes. C'est intéressant. Et ce qui se passe souvent avec les traceurs, en tout cas avec les traceurs débutants, c'est que ça arrive souvent pas loin de l'odeur de référence en plus, ce genre de problème-là, parce qu'ils allument l'application après avoir posé l'objet odorant. Et du Exactement. coup, dès le début de la piste, bah, le chien, il est dans le lac d'Annecy, donc c'est pas évident. C'est ça, exactement. C'est important quand on trace une piste d'essayer de regarder un petit peu loin devant soi pour éviter de faire des demi-tours et d'anticiper un petit peu pour essayer de pas s'arrêter. Tu parlais aussi de la gestion des chemins, des traceurs qui gèrent pas forcément bien les chemins. Qu'est-ce que tu entendais par là? Ouais, alors les chemins, c'est un gros problème. C'est assez difficile pour un chien de pister dessus. Parce que l'odeur, elle adhère mal. Donc, ben, souvent, le type de sol est souvent moins facile pour que l'odeur s'accroche. La fréquentation des gens qui va marcher dessus, enfin qui va prendre ce chemin, ça va jouer un énorme rôle parce que ça va du coup mettre beaucoup d'odeur et du coup le chien va devoir discriminer et on sait qu'un débutant c'est très compliqué pour lui de discriminer. De plus, ils sont souvent, bah, il y a souvent pas que des humains avec, il y a des chiens et qui se promènent dessus et du coup qui fait que il va y avoir des distractions. Très souvent, quand on est sur les chemins, les chiens, il y a des distractions à droite, à gauche, des pipis et des cacas, et ça, c'est dur. Donc, il y a ça, et pour ne rien arranger, que les chiens sont souvent attirés, voire même aspirés par le chemin comme un vortex. Ils vont se faire aspirer, et une fois dessus, généralement, ils les suivent sans réfléchir. Donc avant de pouvoir les faire travailler correctement sur les chemins, c'est nécessaire de les y préparer de manière spécifique. Ouais, c'est vrai qu'on s'en rend compte même quand on se promène, les chiens en fait ils suivent les chemins naturels. Enfin, c'est fou, c'est assez dingue. Exactement. Et pour l'anecdote, ma chienne, elle est tellement, enfin, tous les chiens sont conditionnés, mais moi maintenant, du coup, en balade, je fais en sorte de faire hors des chemins et je vois même ma chienne tellement conditionnée. Moi, je vais hors du chemin, mais ma chienne prend d'elle-même le chemin, quoi. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte, enfin, à laquelle on fait très très attention sur la construction de nos pistes. Bon, les traceurs qui ont l'habitude de pister avec nous le savent, mais les traceurs débutants souvent sont pas trop conscients. Et puis en plus, c'est toujours plus facile de marcher sur un chemin que dans des endroits un peu plus broussailleux. C'est ça, bah oui, exactement. Si le traceur, il est pas conscient de ses difficultés et qu'il marche sur le chemin, ça va poser beaucoup de problèmes. Donc, quand le traceur est enfin caché et qu'il m'envoie sa piste, c'est parce qu'il va m'envoyer sa piste enfin quand il est caché pour que je vérifie qu'il a bien fait ce que j'ai demandé. Si je remarque qu'il a trop marché sur le chemin, alors que le chien il n'a pas encore appris à les gérer, bah, ça m'arrive souvent de recommencer la piste parce que j'ai pas envie de lui inculquer de mauvaises habitudes, hein. Ce que j'aime bien dire aux débutants, c'est si jamais tu tombes sur un chemin, surtout ne le prends pas. Même si je t'ai demandé d'aller dans cette direction, ne le prends pas parce que tu vas mettre le chien en erreur. Donc ce que tu fais, c'est que tu coupes la piste, quoi, et tu le traverses le plus vite possible. Un autre point que tu abordais au début aussi, c'était les changements de direction. Donc tu disais aussi faire des erreurs dans les changements de direction. Donc j'imagine que tu parles pas juste de tourner à gauche alors qu'il fallait aller à droite. Il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Ouais, comme tu dis, non, c'est pas juste tourner à droite, tourner à gauche. Les virages, c'est en fonction des chiens plus ou moins difficile. Donc, lorsque on va apprendre aux chiens à gérer les virages, on va commencer souvent par des courbes plutôt larges. Parce que si directement je fais un angle à, je sais pas, 50 degrés,
Le chien, ça va vraiment être difficile. Pourquoi l'angle du virage, il est plus compliqué à gérer pour le chien quand il est plus sec? Alors déjà, ben, il y a ce qu'on appelle l'impact du virage. Euh, Tu vois, si moi je suis en ligne droite et que d'un coup je tourne à gauche, par exemple, mon odeur, elle va pas tourner d'un coup à gauche. Et donc elle va aller. C'est difficile à expliquer sans montrer. J'aime bien d'habitude montrer avec une ardoise et faire un dessin. Mais voilà, l'odeur va aller un peu plus loin. Et on le voit souvent, le chien, surtout dans les traces où il y a de la neige, on voit les traces du pas de la personne, mais on voit bien que le chien suit l'odeur et qu'il va aller plus loin et reprendre le virage un peu plus loin. Donc ça va rendre la chose plus difficile et aussi le fait de, par exemple, faire des angles très serrés, comme un angle qui limite pas revient sur nos pas, mais presque, bah, le chien, il va avoir du mal parce que, enfin, le chien, il a généralement l'habitude quand il pisse, d'aller du plus vieux au plus frais. Donc, il va à chaque fois plus frais, plus frais, plus frais. Et quand tu as un virage qui tourne très à gauche, très serré, limite qui revient presque sur ses pas, et ben là, les deux odeurs vont se mélanger, le plus vieux et le plus frais. Et donc, ça va être plus difficile pour le chien de voir où est le sens de la piste et donc de continuer sa piste. Tu avais encore un autre point que tu avais abordé tout à l'heure, c'était à propos des cachettes. Tu disais un mauvais choix de cachette. Ouais, c'est important bah, de pas faire n'importe quoi non plus. Faut vraiment être bien caché à chaque fois parce que pour certains chiens, je demande même aux traceurs d'agir comme s'ils étaient en mission commando, tu vois, qu'ils soient totalement introuvables à vue au point que le chien tombe dessus presque en se cognant sur le traceur. L'objectif, c'est qu'ils comprennent que ses yeux, ils l'aideront pas. Alors si, quand ils arrivent dans le pool d'odeur à la fin, ils s'aident forcément de leurs yeux. Mais il faut le faire le plus tard possible, quoi. Il faut qu'ils se concentrent pleinement sur leur odorat. Pour l'anecdote, j'ai une malinoise, et je pense qu'ils se reconnaîtront. Au début, lors des premières séances, la chienne, elle voulait pas du tout utiliser son nez et elle se contentait que de chercher à vue. Donc c'était compliqué, je me suis retourné le cerveau pour faire en sorte qu'elle n'arrive pas à trouver à vue, mais c'était dur. Et du coup, on restait sur des pistes très courtes, très simples, mais à chaque fois, elle arrivait à trouver la personne à une certaine distance grâce à ses yeux, ce qui renforçait forcément ce comportement. Et donc, la troisième, je crois que c'était la troisième séance, propriétaire du chien complètement découragé, avant même de commencer, il me demande est-ce que tu penses qu'on pourrait travailler au knacky, en gros pour faire en sorte que enfin, que le traceur dépose des knackis au sol pour inciter le chien à utiliser son nez. Je lui dis bah écoute, avant d'essayer ça, on va essayer d'autres choses. Ça, on l'essaye en cas de dernier recours, quoi. Et j'ai pris un traceur où je savais qu'il ferait ce que je lui demanderais sans rechigner. Ce que j'allais lui demander, c'est plutôt chiant, quoi. Je lui ai dit, voilà, tu te mets en mode commando et t'es invisible. Donc, je l'ai fait se cacher dans des endroits vraiment inconfortables et vraiment pas pratiques, comme des buissons hyper épais. Il devait ramper pour se cacher. C'était vraiment pas cool, mais au moins ça a marché parce qu'en gros, il était c'était impossible de le voir au visuel. Même moi, je savais où il était caché, mais impossible. On a même mis du temps à le trouver. Et à partir de là, bah, la chienne, elle a d'abord cherché à vue, comme d'hab. En voyant qu'elle n'arrivait pas à trouver, elle a du coup un peu plus réfléchi et s'est posée sur son nez. Et là, la chienne, elle a commencé à se concentrer et finalement, elle a trouvé. D'ailleurs, c'était trop drôle parce que elle faisait le bulldozer dans le buisson. Je crois que j'ai la vidéo, faudrait la montrer, mais c'était excellent. Et à partir de cette séance, c'est devenu le déclic. Et après ça, elle a parfaitement compris le principe. Et maintenant, elle travaille très bien. Elle cherche plus au visuel, quoi. Donc, c'est crucial quand même de bien se cacher. Donc, de veiller à ce que le chien il aperçoive le traceur le plus tard possible pour éviter qu'il ne cherche davantage avec ses yeux. Par exemple, quand les gens se cachent derrière un arbre, c'est très souvent, enfin même pratiquement tout le temps, ils ont tendance à se positionner dos à la piste et à s'accroupir. Mais quand tu es accroupi derrière un arbre, ben, tu deviens plus large et tu dépasses souvent l'arbre de chaque côté. Ça permet aux chiens de les repérer à une certaine distance. Et du coup, ben, moi ce que je fais, c'est je leur demande de pas s'asseoir, enfin de pas s'accroupir, sauf si c'est un arbre hyper large, mais voilà,
c'est de rester debout contre l'arbre, vraiment collé pour être aussi discret que possible. Et je demande, tu vois, par exemple, tu viens dans d'une certaine direction, bah, tu te mets forcément caché à l'opposé de cette direction. Je demande aussi que le traceur, il observe très discrètement l'arrivée du chien, donc d'un coin de l'œil derrière l'arbre, si c'est possible, pour que si jamais le chien il arrive d'un autre angle, parce que c'est pas dit que le chien il arrive exactement de là où tu as marché, s'il arrive d'un autre angle, bah là tu te sens comme un con parce que t'es pas du tout caché et le chien il va te capter, je sais rien, à 50 mètres. Donc au lieu de le voir uniquement lorsqu'il va passer derrière l'arbre, bah là il va le voir à 50 mètres et il va partir à vue. Et quand ta piste elle fait 70 mètres et qu'il le repère à 50 mètres, bah t'as bien le seum. Si le chien il est assez loin et concentré sur son pif, le nez au sol, bah vous pouvez vous décaler tout discrètement pour mieux vous cacher. Et voilà quoi. C'est vrai que souvent on préconise quand même plutôt d'éviter de bouger parce que c'est vrai que quand, enfin, les chiens sont plus sensibles au mouvement, donc forcément dès que ça bouge. Mais dans certains cas, Exactement. Et des fois je vois le traceur qui bouge parce qu'il se dit merde il va me voir et puis je lui dis ah, surtout bouge pas. Et par rapport aux vêtements aussi, il y a des petites précautions qu'on peut prendre. Ils voient pas tout à fait la même couleur que nous, les chiens. Bah, je recommande de privilégier les couleurs que le chien perçoit pas très bien, comme du vert, du rouge, du marron, voilà, des couleurs qui se fondent dans la masse, quoi, dans l'environnement. Parce que oui, le rouge, bah, il le voit pas bien, il le voit plutôt vert. Donc, d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit message à mes clients, parce que j'ai beaucoup de problèmes, moi qui suis daltonien. Je vois pas bien le rouge dans le vert. Et beaucoup de personnes utilisent des objets odorants rouges. Et j'ai vraiment, moi, du mal à trouver l'objet. Et en plus, le chien aussi, parce que moi, j'aime bien, c'est que le chien, il voit l'objet à une certaine distance pour qu'il se dise, ah putain, et là, ça y est, il y a mon départ de piste. Et si c'est rouge, ils sont miro comme moi je le vois pas, je passe devant, je marche limite dessus. Et des fois, ben, soit on n'arrive même pas à trouver le départ, soit je demande à ceux qui suivent de m'aider à le trouver. Ouais, c'est important. Et pour les séances de nuit aussi, éviter les bandes réfléchissantes. C'est pratique pour la sécurité, mais par contre, avec les frontales, bah, on voit le traceur de loin, quoi. Mm. Et j'allais aussi oublier, mais il y a certains cas où les chiens qui ont peur de l'humain, ben, je pense particulièrement à une chienne que j'ai en séance. Je suis obligé de faire en sorte qu'elle voit le traceur un peu avant pour pas tomber dessus par surprise et parce qu'elle prend peur et après elle panique, elle aboie, elle est en stress. Donc là, je fais en sorte que le traceur soit visible les derniers mètres et voilà, au moins le chien il est pas surpris et ça le détend. Donc il faut prendre le temps de bien écouter les indications et répéter et formuler si besoin parce que si c'est pas compris, enfin, vaut mieux répéter et pour mieux comprendre plutôt que se dire ok, ouais, j'ai compris et je pars et au final, on fait de la merde. Ouais, c'est important parce qu'en plus l'arrivée, pour le coup, c'est la récompense du chien, donc c'est aussi ce qui participe à sa motivation. Tu parlais des chiens peureux. Là, le traceur, il est super important parce que c'est sûr que s'il flippe à chaque fois qu'il arrive au bout, la motivation ne va pas rester longtemps. Du coup, est-ce que tu pourrais nous dire si le traceur doit se comporter d'une certaine manière avec un chien peureux qui éventuellement peut réagir de manière agressive en cas où il serait surpris à l'arrivée? Ouais, bien sûr. Ça, c'est ouais, c'est hyper important parce qu'en plus, on en a quand même beaucoup, hein. Enfin, moi, personne, enfin, je sais pas pour tout le monde, mais moi, j'ai quand même beaucoup de chiens réactifs. Et ouais, toi aussi. Donc, c'est essentiel de bien choisir son traceur. Il faut prendre déjà une personne qui a pas peur des potentielles réactions du chien. Parce que si t'es pas à l'aise avec ça, informe le coach parce que si toi t'as peur, le chien il va ressentir ta peur et ça risque de le rendre lui aussi anxieux. Bien entendu, ben, on prend des précautions hein, avec les chiens qui peuvent être potentiellement agressifs ou réagir de façon forte. Donc on va leur mettre des muselières. Et c'est important de préciser que la muselière, elle n'empêche pas le chien de pister. Au contraire, elle va rassurer tout le monde et le chien, lui, va le ressentir. Donc tout le monde sera plus apaisé, et ça va beaucoup mieux se passer. Du coup, après, ben, c'est important de rester debout pour éviter que le chien ait accès à ton visage. Il faut surtout pas caresser le chien, éviter de le fixer, parfois ne pas lui parler du tout, mais parfois il faut
Arriver à lui parler d'une voix douce et rassurante, enfin, c'est nécessaire pour apaiser le chien des fois. Et dans certaines situations, bah, comme je disais, ça peut être bien de poser la récompense à l'avance par terre pour éviter de se pencher sur le chien. Et du coup, tu le poses, tu recules pour lui permettre de se rapprocher mais qu'il mange en confiance. Et ça peut arriver aussi, j'imagine que tu as des chiens qui sont en phase de se rassurer, mais parfois, sur certains traceurs, ils vont avoir des réactions où ils vont être un peu surpris. Donc à ce moment-là, c'est bien que le traceur que tu choisis ait un peu de lecture du langage du chien pour réagir. Ouais, ouais, complètement. Bah, il y a des gens, je sais, qui n'arrivent pas à se retenir de caresser le chien. Dès que le chien arrive, ils font un shampoing là sur la tête. Alors quand c'est un chien qui aime les caresses, ok. Même déjà sur les chiens qui aiment les caresses, souvent ils aiment pas les shampoings. Mais si tu fais ça sur un chien réactif, ouais, c'est compliqué. Donc ces gens-là, je les prends pas en traceur. C'est important, comme tu disais, si vous n'êtes pas à l'aise avec certaines réactions de certains chiens, de le dire. C'est important pour tout le monde. Alors, juste pour résumer un petit peu par rapport à tout ce que tu disais, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les qualités d'un bon traceur finalement? Ouais, bah d'abord, c'est bien évidemment bah, que le traceur suive attentivement les instructions du coach et qu'il les applique au mieux possible. Ensuite, comprendre les éléments qui font que la piste sera facile ou difficile pour pouvoir ajuster son approche si nécessaire. Après, bah, qu'est-ce qu'il faut faire en cas d'incident sur la piste? Par exemple, si un passage est fermé, s'il y a un groupe avec plusieurs chiens, comme je disais tout à l'heure, ou s'il y a un danger comme un barbelé, du fil électrique qui se présente, ben, faut raccourcir la piste, faut revenir légèrement sur ses pas et s'arrêter ou contourner si possible. Donc, il faut que le traceur puisse prendre des initiatives. Il y a savoir quand prévenir le coach quand il y a un problème sur la piste, avoir une bonne orientation, parce que ça, franchement, c'est un gros problème. J'ai beaucoup de gens qui n'ont pas de sens de l'orientation, qui se perdent et qui du coup font des pistes à total opposées de ce que je dis, et là, c'est dur. Être à l'aise et savoir réagir avec tout type de chien, parce que c'est pas anodin, mais il y en a par exemple, malheureusement, le Malinois a mauvaise réputation, et donc il y a des gens qui sont pas à l'aise avec les Malinois, par exemple. Ensuite, il y a maintenir une bonne énergie et savoir l'adapter selon le chien. L'impact du traceur sur la motivation du chien débutant, comme capter son attention, se cacher rapidement. Ensuite, il y a l'attitude à adopter face à un chien peureux, comme on l'a dit tout à l'heure. Le laisser venir à soi, éviter de regarder directement, mais ça je l'ai expliqué. Éviter les grands gestes, la voix douce, les capuches et les lunettes de soleil, ça si, il y a beaucoup de chiens, les casquettes, enfin tout ce qui est chapeau, ça peut être, ça peut faire peur aux chiens. Ensuite, il y a savoir se déplacer rapidement sur le terrain. Donc, quand on a un chien débutant, le traceur, il va avoir un rôle à jouer vraiment super, super important, encore peut-être plus important que le chien confirmé. Est-ce que tu pourrais nous détailler pourquoi? Souvent, bah, quand j'ai un chien débutant, j'essaye de prendre un traceur confirmé parce que j'ai pas besoin de lui expliquer, ok, tu fais ci, tu fais ça, parce que ça va engendrer ceci. Et en gros, quand ils savent très bien faire, tout va bien se dérouler et c'est beaucoup plus fluide et donc le chien va y arriver beaucoup plus facilement parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut que, il y a plein de choses en tant que traceur sur un chien débutant. Il faut venir, il faut aller motiver le chien. Ok, après reculer, poser l'objet odorant, mais tout en montrant au chien que tu vas poser l'objet odorant pour le motiver à venir mettre le nez dessus. Et ensuite partir se cacher, mais se souvenir où est-ce qu'il faut se cacher tout en courant, en appelant le chien. Enfin, en courant, parce que si la personne marche, le chien, il va frustrer parce que ça va être long. Et donc, il faut que ça tout soit rapide. Et un débutant, quand il apprend, il n'arrive pas à faire toutes ces choses assez rapidement. En tout cas, enfin, il y en a qui arrivent, mais c'est pas le cas de tout le monde. Pour voilà, déjà, qui frustre pas, que ça soit pas trop long, parce que quand c'est trop long entre la motivation du chien et que la personne est cachée pour démarrer le chien en piste, ben, il peut se passer 10 000 choses et le chien peut passer clairement à autre chose. Oh, un papillon, une mouche, un cheval, enfin, plein de choses. Donc, il risque d'oublier. Et en plus de ça, le fait de partir en courant, ça va activer la prédation.
et donner de l'intérêt aux traceurs. Merci beaucoup pour ce petit bilan. C'est vrai que c'était important d'aborder ce sujet puisque finalement, à partir du moment où on vient faire du mind trailing, on est forcément amené à jouer le rôle de traceur et c'est important de prendre conscience de l'importance qu'on a pour la réussite du chien. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux juste nous rappeler un peu où est-ce que tu travailles et comment on fait si on veut venir pister chez toi? Ouais, et ben du coup moi je travaille principalement sur Grenoble, voilà, en région grenobloise, donc en semaine et en week-end. Et je fais 2 week-ends par mois en dehors de Grenoble, donc 2 à 3 jours sur Annecy et 2 à 3 jours sur l'Est lyonnais, vers aux alentours de Meximieux. Ok, Voilà. ça marche. Et on peut te retrouver donc sur Instagram, Facebook sous le nom de Olepat Mind Training. Voilà. Je remettrai bien sûr le lien comme d'habitude dans la description de l'épisode. Et merci encore pour le temps que tu nous as accordé pour toutes ces informations sur ce nouveau sujet. Et puis je te dis à bientôt. Merci à toi et puis ouais, à bientôt en piste, hein. C'est la fin de cet épisode. Merci d'être resté jusqu'à la fin et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous rappelle que si notre travail vous plaît, le meilleur moyen de nous le montrer et de nous pousser à continuer, c'est d'en parler autour de vous, de le partager sur les réseaux sociaux. Le mois prochain, j'aurai le plaisir d'accueillir Isabelle pour un épisode témoignage. Elle viendra nous partager un peu de son histoire avec Romy, en nous expliquant comment le mind trailing a enrichi leur relation et les a aidés à former un binôme harmonieux et soudé au quotidien.